America. Oui, cette semaine, c'était la fête aux États-Unis avec Thanksgiving et le Black Friday. Click and collect Black Friday, mais c'est ridicule. Oui, Wall Street a explosé ses records historiques, alors pas sur tous les indices, mais sur le Dow Jones quand même, qui a franchi la barre et le seuil symbolique des 30 000 points. Oui, monsieur et madame et mademoiselle, et voilà. Alors oui, plusieurs raisons à ça. Déjà, l'apaisement politique. Normalement, Trump devrait prendre ses clics et ses claques et aller ailleurs le 20 janvier. Il demande quand même la confirmation par le vote du collège des grands électeurs pour vraiment faire ses valises. Juste pour être sûr, vraiment sûr. Hein. Vous êtes sûr, vous n'avez pas triché quand même un peu? Ouais. Tu vas voir quand vous avez triché. L'épreuve, tu verras. Bande de tricheurs. Donc oui, effectivement, ils contestent encore. Donc concernant le vaccin, ça arrive. Cette semaine, le lundi, AstraZeneca a proposé son vaccin avec plus de 90% d'efficacité. Donc, demain, comme on est lundi, moi, je mets une petite pièce sur Sanofi. Sinon, toujours des plans de relance, que ce soit budgétaire, donc de la part des gouvernements, pour soutenir les entreprises en difficulté. A priori, Joe Biden, dès qu'il va prendre sa place, il devrait annoncer très probablement un plan de relance budgétaire. Oui, parce que celui-là, on n'en entend plus parler, mais on l'attend quand même. Lui, il est bien chaud pour 3 000 milliards de dollars. On verra si ça passe, sachant qu'il en profitera probablement également de mettre à la tête du poste de secrétaire au Trésor Janet Yellen, précédemment présidente de la Réserve fédérale américaine, qui est considérée comme une blanche colombe. Vol, petite colombe, vol, petit oiseau. Oui, très favorable à des méga assouplissements monétaires, des taux ultra bas et des injections de liquidités en veux-tu en voilà. Concernant la partie macroéconomique cette semaine, les statistiques étaient quand même relativement light, mais il y en a eu quand même. Alors oui, tu vas me dire, la macroéconomie, on s'en fiche, c'est le passé. Tournons la page, vois l'avenir positive, ce qui est pas faux. Nous avons eu donc dès lundi des PMI manufacturiers des services en veux-tu en voilà. C'est des sondages auprès de directeurs d'achat qui permettent d'estimer leurs sentiments économiques en fonction de différents paramètres. En zone euro, disons, tu vois le détail ici, c'était mi-figue mi-raisin. Concernant les statistiques macroéconomiques aux États-Unis, c'était soit en ligne aux attentes, j'arrive pas à le dire, en ligne avec les attentes. Autrement dit, comme prévu, ou pire que prévu. Concernant les demandes hebdomadaires aux allocations chômage aux États-Unis, il y en avait 40 000 de plus. Donc, pire que prévu. La confiance des consommateurs, pas terrible non plus. Et par contre, là où ça a tout éclaté, c'est concernant le PMI manufacturier qui est ressorti lundi au top de sa life depuis 2014. Donc, c'est pas vraiment au top de sa life, mais c'est quand même au top depuis 6 ans. Et ça, on va en reparler après, tu vas comprendre pourquoi. Deuxième estimation du PIB du troisième trimestre aux États-Unis, plus 33,1%. Bon, ça, on le savait, c'était acquis. Pas de réaction, en ligne avec les attentes. Et au troisième trimestre 2020, le PIB en France, lui aussi, a explosé, plus 18,7%, après un deuxième trimestre à moins 13,8%. Et sinon, plus largement, la Banque Centrale Européenne a publié un article pour dire, les gars, on va se détendre quand même un petit peu, parce que c'est pas fini tout ça. Oui, alors, la crise de liquidité, ça n'a pas de problème à court terme, ça on sait faire, on fait tourner la planche à billets à mort, ça, c'est bon. Ça fait quelques années qu'on est chaud, un peu plus, un peu moins. Vas-y, remets-en Martine. Je sais pas pourquoi j'ai dit cette phrase. Improvisation. Oui, parce que le bilan des banques centrales, si tu veux, elles sont à peu près à 7 000 milliards de dollars, 7 000 milliards d'euros, un peu plus, un peu moins finalement. On s'en fout, ce sont très probablement nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants qui à un moment donné se posera la question, qu'est-ce qu'on fout avec ce merdier? Ça, disons que ça les occupera un petit moment. Mais par contre, la dette des entreprises, les reports de charges, tout ça, les échéances, machin, etc., à un moment donné, va falloir rembourser quelqu'un, genre contracté auprès des banques, par exemple. Et ça, c'est du court terme, c'est du concret. Donc, du coup, la Banque Centrale Européenne a dit, ok, crise de liquidité à court terme, ça c'est bon, on gère. Par contre, crise de solvabilité, faillite d'entreprise, attention aux banques, tout ça. Vu que c'est le job de la Banque Centrale Européenne d'avertir sur ces notions-là, ça veut pas dire que ça va arriver, on l'espère bien évidemment surtout pas, mais il faut juste prévoir un peu quand même. Sinon, logiquement, nous avons une poursuite de la tendance baissière sur le dollar américain, ça aussi, ça fait un moment que je t'en parle. Pourquoi? Parce que la Fed est toujours très accommodante et qu'elle compte pas s'arrêter en si bon chemin. Autrement dit, trend is your copain. Friend. Oui, je sais, on fait un peu d'anglais, voilà, ça fait pas de mal. Mais maintenant on va parler anglais? Mais qu'est-ce que c'est? Et du coup, a fortiori, ça a profité à toutes les paires libellées en dollars, NZD-USD, AUD-USD, GBP-USD et EUR-USD. Autrement dit, l'euro-dollar. Alors, j'étais un peu plus chiant quand même cette semaine. Oui,
parce que j'étais acheteur en début de semaine. Sauf que, et c'est là qu'on va revenir au PMI manufacturier aux États-Unis. Alors oui, lundi à 15h45 très précisément, votre mission si vous l'acceptez, lundi 15h45, on va publier un chiffre de ouf et c'est de mettre un bazar absolu. Alors, sachant que ça, bien évidemment, on le sait pas à l'avance, hein, quand tu es sur le marché, voilà, que ce qui va se passer, tu sais pas à l'avance que ce chiffre, il va tout péter. Et c'est là que tu vois toute la différence entre la théorie et la pratique. C'est un autre concept. Bref, je suis dans la tendance notamment de l'euro-dollar, petit achat tranquillou, je sais qu'on est proche d'une zone de résistance. Et là, tu me crois pas, chiffre de ouf qui tombe, le dollar américain, blam, il explose. Donc l'euro-dollar, blam, se fait défoncer. Effet mécanique, le dollar monte, l'euro-dollar baisse. Toutes choses égales par ailleurs. Heureusement que le risque était sécurisé à ce moment-là, proche d'une zone de résistance potentielle faible, stop loss court, ajustement du risque plus rapidement que d'habitude, sécurisation rapide, ok, sort à zéro, et là, c'est la défonçade. Et là où ça devient un peu plus intéressant, c'est que dans le même temps, je rappelle, hausse du dollar, toutes choses égales par ailleurs, effet mécanique, qu'est-ce qui baisse? Les cours de l'or libellés en dollars. Et là, l'or, il a tout pété, tu sais, la grosse zone que j'ai achetée sur les 1860-1865 $, parce que j'en parle depuis quand même un moment. Petite parenthèse, enfin plutôt une grosse parenthèse d'ailleurs, j'étais donc à l'achat avant le week-end sur les 1865 $, et juste avant le week-end, il commençait à frétiller, à partir, il gagnait 15 $ l'once, 1880 $. Aucune raison de sortir, le support il tient, et en plus ça relance avant le week-end. C'est pas beau ça? Position sécurisée le lundi midi à peu près. Je me fais sortir tranquillou. Je gagne rien, parce que j'avais rien coupé, en tout cas me concernant. Et là, elle me dit, bon, on va pas reprendre de position tout de suite, on sait jamais. Faut que, voilà, faut des signaux, faut des zones d'intervention, etc. Bref, une sorte de méthode. Et là, donc la stat, bim, ça sort, le gold il commence à s'effondrer, mais un truc de ouf. Et à ce moment-là, eh ben du coup, le plan d'achat sur les 1860, complètement invalidé puisqu'on pète la zone. Et c'est là du coup que j'ai quand même pris le temps, puisque j'ai quand même écrit 4 pages pour avertir toutes celles et ceux qui cherchaient le point bas sur l'or. C'était d'ailleurs dans mon Daily Mood. Tu le verras très probablement ici, tu auras très probablement pas le temps de le lire si tu l'as pas déjà lu, donc t'as qu'à me suivre sur Twitter, c'est tout. Ou sur IVT, oui, bien évidemment. Pourquoi j'ai écrit ça? Tout simplement parce que je me suis dit, beaucoup vont très probablement chercher le point bas, commencer à moyenner, se dire c'est pas possible, ça baisse trop vite, ça va trop fort, ça va trop loin. Toujours plus loin, plus fort, plus vite. Et sauf que alors il a montré qu'il avait eu zéro réaction, c'est-à-dire qu'il s'est pété la gueule et il est resté en bas quoi, séché, bam, tombé au sol. Et en plus de ça, il commence à nous faire des petits ranges. Et dans ce type de configuration, et ça j'en parle très souvent, je vais en parler encore d'ailleurs, souviens-toi que les tendances se prolongent X fois et ne se retournent qu'une seule fois. Donc lorsqu'on a ce type de phase de range, il y a plus de probabilité qu'on sorte dans le sens de la tendance précédente, dans le même sens par lequel on est rentré. Oui, et c'est ce qu'on a fait derrière dans la foulée. Tout ça pour dire que, vu la configuration maintenant sur l'or et vu le flux qui s'est mis en place, j'ai bien expliqué d'ailleurs avant même qu'on mette une deuxième vague de baisse sur les cours de l'or que je n'aurai pas le point bas. Ce n'est pas l'objectif et ce n'est pas grave. Vaut peut-être mieux attendre qu'il y ait une réaction positive pour pouvoir se replacer éventuellement, parce que moi je suis pas trop adepte de shorter l'or, un peu comme shorter le pétrole en fait, plutôt que de se faire trader, peut-être pendant des jours, voire même des semaines. Et il y a peut-être mieux à faire ailleurs, et effectivement c'est ce qu'on a fait notamment cette semaine. Au travers par exemple de la thématique dollar néo-zélandais, NZD-JPY, NZD-CHF, NZD-USD, donc tu vois ici les configurations techniques relativement parlantes. Voilà, si tu es un puriste d'analyse technique, voilà, c'est des figures que tu trouveras dans les bouquins. Et également sur le GBP Yen, donc GBP JPY, on l'a travaillé dès lundi matin à l'achat avec un retracement de 50% du mouvement, puis moyenne mobile, un petit signal, ça repart, on prend le train en marche, et derrière, pourquoi il a bourré? Tout simplement parce que voilà, les indices étaient plutôt forts. Donc, indice fort, pas d'aversion au risque, le yen recule, les paires en yen remontent. C'est QFD. Sinon, côté indice, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore. Parlons-en. Alors, c'était Thanksgiving, donc forcément, on avait des marchés américains déjà le jeudi qui étaient fermés. Le vendredi, demi-séance, donc ouverture 15h30, fermeture 19h. Hop, on bosse 3h30. Et on va remanger la dinde. Et nous allons profiter bien évidemment des fêtes du Black Friday. Et du coup, il n'y avait pas de promo sur les indices américains. Non, que dalle. Ah, record historique. Alors, sur le Dow Jones, les autres, on n'était pas loin. Le SP500, il était à pas grand-chose quand même. Tout va bien. Donc, sur les actions américaines, voilà, ça se passe globalement bien. Alors, on va pas toutes les faire. On va prendre notre petit fil conducteur, Musk. Elon, fais voir un peu ton action. Ça en est où là? Ça monte encore un peu ou pas là? Parce que là... je trouve qu'on se repose un petit peu trop sur ses lauriers là quand même. À plus de 600 $ l'action.
Bon, bah ça va, c'est bien. Ça monte encore, quoi. Ok, c'est bien. Good job. Nouveau record historique. Trend is your friend. Je pense que Tesla, elle a compris un peu le concept. D'ailleurs, ce qui serait pas mal concernant Tesla, c'est qu'on programme déjà à l'avance, tu vois, tous les 6 mois, on fait un split par 12. Hop, elle monte à 1000 balles, on la divise par 12. 6 mois après, elle remonte à 1000 balles, on divise par 12. Hop, hop, hop. Comme ça, t'as l'impression toute ta vie finalement qu'elle est un peu sous 500 $ et que c'est pas cher. Ça va être sympa ça comme concept. Et sinon, concernant la mollesse des indices, bah, il y en a un déjà qui est pas mal, c'est le DAX, l'indice allemand. Pourquoi il est mou? Bon, au-delà du fait qu'il soit sous une résistance, nanana, c'est surtout qu'il est plombé par SAP, sa plus grosse pondération, qui a fait un profit warning et qui depuis ne se relève pas. D'ailleurs, même Rodolphe s'est mis à trader le CAC 40. Quelle chèvre ce DAX, c'est incroyable mais vrai, mais une véritable chèvre. Donc j'ai fait une petite infidélité à mon ami le DAX. Normalement, vous savez, ça fait 15 ans que je trade essentiellement le DAX tous les jours pour ma part. Je suis allé sur notre fameux CAC 40. Alors étrangement, tout le monde en parlait quand il était grosso modo autour des 5500 points, comment c'était la résistance majeure du CAC. Et pourtant, maintenant qu'il l'a franchi, plus personne en parle. Alors qu'il s'est peut-être libéré un nouveau potentiel haussier. Qu'est-ce qu'on voit également sur le CAC 40? On voit une poursuite de cette rotation, de cette fameuse rotation sectorielle. Je pense notamment à Unibail, encore l'immobilier commercial qui a repris presque plus de 12% cette semaine. Les bancaires également qui se sont très bien comportés avec de belles hausses sur toutes les bancaires, notamment Crédit Agricole qui de mémoire a fait plus 10, SOG BNP plus 7. On a également une poursuite du rebond de Total qui est lié principalement notamment à un énorme rebond en cours du VTI, du pétrole, du WTI pétrole. Et puis également, on a aussi tout le secteur automobile qui repart à la hausse, qui est un peu rassuré par les perspectives futures, notamment toujours avec cette ambiance autour du vaccin, etc. etc. Renault et Peugeot qui ont engrangé près de 10% de hausse encore également cette semaine. Donc voilà, pour conclure, j'ai donc délaissé la chèvre, le DAX, pour aller sur le CAC 40 et profiter de cette poursuite de la rotation sectorielle. Et je pense qu'il y a encore un peu de potentiel sur cet indice-là et sur les valeurs notamment que l'on vient de citer. Et il y en a un autre également, le FTSE, qui est aussi pas au top de sa life, quoi. Il est dans une espèce de petit range. Il est plutôt d'ailleurs sur la borne basse de son petit range que vers le haut. Il est timide, le petit FTSE. Sinon, ailleurs dans le monde, le Nikkei, comme d'hab, la fusée. On parle souvent d'une rotation sectorielle en ce moment, mais il y a également une rotation géographique. J'ai pu remarquer, l'ensemble des investisseurs redirigent notamment des capitaux vers les indices qui ont été délaissés, qui ont été malmenés pendant la crise sanitaire. Et on peut remarquer en fait une forte hausse des indices du sud de l'Europe. Juste pour faire un petit point, le DAX par exemple sur un mois ne gagne que 9%, le CAC 17%, mais on a des indices comme l'IBEX en Espagne, le FTSE MIB en Italie qui font que monter, qui ont pris pratiquement plus de 20% sur un mois, les deux indices de mémoire, 19 pour l'IBEX et 22 de mémoire pour l'indice italien quand j'ai regardé. Toutes les petites valeurs malmenées notamment pendant la crise sanitaire sur ces indices-là font l'objet d'une réallocation de gros capitaux, il y a de gros volumes et elles rebondissent fortement, entraînant donc dans leur sillage l'ensemble des indices européens du Sud. Et donc, on parle souvent donc de cette rotation sectorielle, mais moi je vois surtout actuellement une forte rotation géographique. Donc pour conclure, on a deux éléments importants. Un, une rotation sectorielle, mais deux, également une rotation géographique avec des investisseurs vraiment motivés pour un rattrapage économique des pays comme l'Espagne, l'Italie, etc., etc. Donc n'oubliez pas de regarder également vers d'autres zones géographiques. Bref, tout va bien, les indices, les marchés anticipent un retour à la normale. Le Bitcoin sur ses records historiques, en tout cas, il était sur ses records historiques. Oui, il se fait peur. Alors c'est sûr qu'après une progression de 400% quasiment en ligne droite, quand il perd 10-12%, oh my god, ça va pas en ligne droite les trucs? Plus sérieusement, c'est vrai que quand tu rentres sur quelque chose où il y a énormément de volatilité, faut quand même s'attendre à ce que la volatilité, ça va dans les deux sens. Donc déjà, au-delà du fait qu'il n'y a pas d'investissement sans risque, un investissement où tu es sûr de te gaver sans prendre de risque parce qu'il baissera jamais, part de ce principe-là, déjà à la base, je pense que tu as les bases, mais pas les bonnes. Tout ça pour dire que on prend toujours du recul, notamment par rapport au train qui est lancé. Alors suivre la tendance, ok, c'est prendre aussi un risque. Il faut également prendre le risque de dire ah ben non, moi je fais rien, j'attends soit des confirmations, soit machin, etc. Donc il faut prendre aussi le risque finalement de ne pas saisir l'opportunité, de ne pas suivre une tendance, prendre le risque de rien faire finalement. Deuxième chose, il faut toujours avoir un esprit relatif par rapport notamment à la volatilité d'un actif et surtout se fixer à l'avance un niveau d'invalidation. Là où tu te dis
Bon, bah je me suis gouré, je dégage, je suis invalidé, je passe à autre chose. Ça par contre, il faut le faire avant parce que ça te permet de définir l'unité de temps et l'horizon de temps d'investissement que tu décides. Si tu décides que c'est de l'intraday, bah à la fin de la journée, si ton truc est pas validé, bah tu dégages, ou s'il est invalidé, tu dégages. Et s'il est validé, bah tu gardes, voire tu renforces. Et par contre, si tu prends un truc sur plusieurs jours, plusieurs semaines, commence pas à baliser parce que le truc il perd 5 ou 10%, il vient d'en prendre 400. Donc on va pas dire après coup que c'est légitime parce que ça c'est trop facile, même si bon voilà il a échoué sur une grosse zone de résistance, ça c'est bon, tout le monde l'a vu, plus haut historique, nanana. Ce que je veux dire par là c'est réfléchir en amont, être relatif, prendre du recul et de se dire ok est-ce que ma tendance est invalidée ou pas? Est-ce que mon trade est invalidé? Est-ce que je réagis à chaud sur le mouvement d'une journée ou de 2 journées si mon horizon de temps d'investissement c'est de plusieurs semaines ou de plusieurs mois? C'est à partir de quel prix est-ce que je me dis j'arrête, je coupe, ou est-ce que je me place un stop? Et c'est que en raisonnant comme ça que tu éviteras de raisonner simplement par émotivité. Bref, réfléchir avant de cliquer. D'ailleurs, t'es pas forcément obligé de réfléchir pour cliquer sur le pouce vers le haut, ça c'est bon. En plus, tu prends pas de risque, hein, cliquer un pouce vers le haut. Alors si, le seul risque, c'est juste de me faire encore plus plaisir, encore plus que ce que vous faites déjà. Et je vous en remercie aussi encore une fois. Et en échange, je te souhaite un très bon dimanche. Il est temps pour moi de vous souhaiter un bon week-end. Oui, au passage, j'ai reçu pas mal de messages pour me dire pourquoi, me demander pourquoi sur IVT on n'avait pas fait de Black Friday. Bah tout simplement, vous pouvez aller voir, il y a encore quelques places disponibles. Il y a une belle offre de Noël en cours. Voilà pourquoi, voilà la raison. Allez, salut, bon week-end à tous. Ciao. Et à demain. Ciao.